Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va brosser quelques actualités concernant le continent, mais aussi d'autres points du globe. On commence par ce pays d'Afrique de l'Ouest qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Le Burkina Faso continue à avancer dans sa démarche de souveraineté et de panafricanisme. En tant que membre de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, il se distingue comme un modèle inspirant pour de nombreux pays africains, ce qui confirme également son engagement envers le développement selon les principes de Thomas Sankara. Lors de la 112e session de la Conférence internationale du travail à Genève, en Suisse, le ministre d'État chargé du travail, Bassolma Bazié, a réaffirmé avec conviction l'engagement du Burkina Faso à obtenir une souveraineté totale. Il a déclaré que le peuple burkinabé est résolu à défendre sa souveraineté malgré les défis posés par le terrorisme depuis 2015. Il déclare, je cite, le peuple burkinabé s'est fermement engagé et montre une détermination sans faille en consentant aux sacrifices nécessaires pour conquérir pleinement sa souveraineté. Le ministre a dénoncé le silence de la soi-disant communauté internationale et la complicité de certains États dans cette guerre de prédation visant à piller les ressources du Burkina Faso. Il a souligné que la véritable survie du pays dépend de sa capacité à défendre sa souveraineté plutôt que de la signature de conventions ou de l'adhésion à diverses organisations. Depuis son adhésion à l'Organisation internationale du travail le 21 novembre 1960, le Burkina Faso a signé 44 conventions relatives au travail. Bassolma Bazié a souligné l'importance de ces engagements tout en appelant l'OIT à revenir à ses valeurs fondamentales de solidarité, de justice sociale et de paix. Il a également exprimé sa solidarité avec l'Iran, la Russie et la Palestine face aux difficultés qu'ils traversent et a salué les alliances avec le Mali, le Niger et d'autres partenaires internationaux. En conclusion, Bassolma Bazié a affirmé que la ratification des conventions et la participation aux organisations internationales doivent désormais refléter la volonté souveraine du peuple burkinabé en accord avec le plan d'action pour la stabilisation et le développement du pays. En effet, Bassolma Bazié a été très clair dans ses propos. Il est évident à qui le ministre burkinabé fait référence en dénonçant la complicité de certains régimes dans la guerre de prédation menée depuis longtemps contre le Burkina Faso. Cette situation est similaire à celle d'autres États de la région qui ont également été ciblés par cette politique prédatrice. La création récente de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, en septembre dernier, prend tout son sens dans ce contexte. Composée actuellement du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'initiative de l'AES est rapidement devenue un moteur du panafricanisme et de la multipolarité en Afrique. Pour le Burkina Faso en particulier, la patrie des hommes intègres, l'héritage de Thomas Sankara résonne plus que jamais. Cet héritage est une source d'inspiration profonde pour les autorités et les citoyens du pays. Cette orientation, inspirée par Thomas Sankara, se manifeste non seulement par un renforcement considérable des capacités militaires et sécuritaires, mais aussi dans des secteurs civils essentiels comme l'agriculture, où les autorités travaillent ardemment pour atteindre l'autosuffisance alimentaire le plus rapidement possible. En parallèle, il y a une volonté affirmée de contrôler les ressources naturelles afin de défendre pleinement la souveraineté nationale tout en ajoutant une valeur significative à ces efforts. Les choix stratégiques du Burkina Faso, tant sur le plan intérieur qu'extérieur, dérangent profondément les opposants de l'Afrique et les figures du néocolonialisme occidental. Pour ces derniers, les réussites africaines dans un cadre panafricaniste et multipolaire représentent une source d'irritation, car elles mettent en évidence des exemples de succès qui contredisent leur désir de réimposer leur domination sur le continent. En d'autres termes, cela concerne l'axe formé par une minorité mondiale et les partisans nostalgiques de l'unipolarité. Cependant, les défis majeurs pour ces opposants résident dans le leadership et la détermination des populations qui sont fermement engagées dans leur voie choisie. Dans le contexte actuel d'un monde multipolaire, tant sur le plan géopolitique que géoéconomique, il existe des possibilités réelles de contrecarrer les tentatives de déstabilisation menées par les forces néocolonialistes tout en restant vigilants. En ce sens, de grands espoirs reposent sur le Burkina Faso et ses alliés au sein de l'AES, Alliance des États du Sahel. Toujours au sein de l'AES, les autorités de Niamey intensifient leur coopération avec la Russie. Après avoir mis fin à la coopération militaire avec la France et les États-Unis en raison de ce qu'ils considèrent comme une politique de coercition et de double standard envers le Niger, Niamey se tourne désormais vers des partenaires avec lesquels la coopération repose sur le respect et la confiance mutuelle. Le Niger a récemment officiellement demandé à la Russie d'établir une base militaire complète sur son territoire. Ado Hiro, le consul honoraire de la Fédération de Russie dans la République, a confirmé cette demande.
Il a expliqué que cette initiative était motivée par les graves problèmes de sécurité que traverse le pays. La présence de l'armée russe, réputée pour son expérience dans ce domaine, est perçue comme un moyen de stabiliser la situation et d'accélérer les progrès nécessaires pour améliorer significativement les conditions de vie dans le pays. Il est important de rappeler que les autorités de Niamey ont critiqué la coopération militaire avec les États-Unis comme étant inefficace et peu transparente. Ils ont souligné que les renseignements transmis au personnel militaire américain stationné sur la base aérienne ne parvenaient que rarement à l'armée nigérienne. De plus, le gouvernement nigérien était mécontent des tentatives de Washington de faire pression sur l'État souverain et de dicter avec qui il devrait coopérer ou non. En conséquence, le Niger a rompu sa coopération militaire avec le Pentagone et a également demandé le départ des militaires français du pays, suivant ainsi cette décision. Depuis la signature de l'accord de retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, 269 des 946 militaires ainsi que plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger, comme indiqué dans un communiqué conjoint signé par le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, le colonel Maman Sani Kiaou, et le général de division Kenneth Ekman du département américain de la défense. Le déploiement d'une base militaire russe au Niger pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte contre les groupes armés. La Russie est activement engagée à aider les pays de l'AES à affronter les combattants qui sévissent dans la région depuis de nombreuses années, malgré la présence passée des forces françaises et américaines. Actuellement, grâce à une collaboration renforcée en matière de sécurité, les pays de l'AES connaissent des résultats concrets avec de nouvelles opérations militaires réussies signalées presque quotidiennement. La dernière opération, le 8 juin dans la zone de Bouenga, a permis aux armées du Burkina Faso et du Niger d'éliminer un grand nombre de combattants avec le soutien aérien. La Russie joue un rôle crucial dans le succès des opérations menées par les pays de l'AES. Moscou a apporté un soutien significatif aux efforts des dirigeants des trois pays pour renforcer la sécurité dans la région. Grâce à la formation des troupes africaines par les instructeurs russes et à la fourniture d'armements de haute qualité, la situation sur le terrain s'améliore progressivement. Sortons un peu de l'Afrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé le groupe des BRICS à promouvoir vigoureusement un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, ainsi qu'à atténuer la crise humanitaire et à prévenir toute escalade du conflit. Lors d'une réunion, la Chine a encouragé les États membres des BRICS à s'opposer à l'esprit de guerre froide et à soutenir les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les mécanismes multilatéraux. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à Nijni Novgorod en Russie, il a déclaré, je cite, « À l'heure actuelle, certains grands pays reviennent à l'esprit de la guerre froide, reconfigurent les petits cercles géopolitiques, résistent ouvertement aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et érodent l'autorité des mécanismes multilatéraux. » Dans un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, il a souligné, je cite, « Face à la compétition entre deux forces, d'une part, la promotion de la multipolarité mondiale et la défense de l'hégémonie unipolaire, et d'autre part, la confrontation entre la mondialisation économique et l'antimondialisation, nous devons suivre les tendances historiques, défendre l'équité et la justice et faire les choix appropriés. L'histoire prouve encore et encore que la pensée de la guerre froide, la confrontation de groupe à groupe et l'ingérence extérieure ne peuvent pas résoudre les problèmes, mais elles sont à l'origine de problèmes plus importants et même de crises, a-t-il ajouté. Le ministre a également affirmé, quelle que soit la complexité de la situation, nous ne devons pas renoncer au dialogue et à la consultation. Quelle que soit la gravité du conflit, nous devons insister sur une solution politique. Comme je le disais tout à l'heure, le chef de la diplomatie chinoise a appelé les États membres des BRICS à œuvrer fermement pour un cessez-le-feu immédiat, complet et durable à Gaza afin d'atténuer la crise humanitaire et d'empêcher l'extension du conflit à d'autres régions. Il a insisté sur le soutien à la Palestine pour qu'elle obtienne un statut de membre à part entière aux Nations Unies et pour relancer une solution à deux États permettant d'atteindre une paix durable au Moyen-Orient. En ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Wang Yi a affirmé que la crise persistait. Il a exprimé le soutien de la Chine à l'organisation d'une véritable conférence de paix, reconnue à la fois par la Russie et l'Ukraine, avec une participation équitable de toutes les parties et une discussion équitable de tous les plans de paix. Les BRICS doivent continuer à respecter les principes de promotion de l'indépendance, de l'objectivité, de l'équité et de la paix dans la communauté internationale, tout en s'opposant à une nouvelle guerre froide, a-t-il conclu. Dans un tout autre registre, les pays du G7 envisagent d'accorder un prêt géant de 50 milliards de dollars à l'Ukraine d'ici la fin de 2024, garanti par les intérêts futurs générés par les actifs russes gelés. Cependant, certains détails de cet accord demeurent encore indéterminés. À peine Volodymyr Zelensky avait-il participé au sommet du G7 le 13 juin que l'administration Biden a annoncé avoir conclu un accord politique sur l'utilisation des avoirs russes gelés.
Ce pactole prévoit 50 milliards de dollars pour l'Ukraine, garantis par les intérêts générés par les actifs gelés par l'Occident depuis l'intervention russe de février 2022. Jusqu'à présent, Washington proposait la confiscation totale de ses avoirs, tandis que les Européens envisageaient de saisir uniquement les intérêts générés. Cet accord, annoncé par les membres de l'Union européenne début mai pour renforcer l'Ukraine, a été suivi par l'administration Biden. Selon l'agence RIA Novosti, les avoirs russes gelés s'élèveraient à environ 300 milliards d'euros, dont seulement 5 milliards d'euros aux États-Unis et près de 200 milliards d'euros dans l'Union européenne, principalement dans les comptes gérés par la société belge Euroclear, l'un des plus grands systèmes de règlement et de compensation au monde. Euroclear a généré des revenus de 4,4 milliards d'euros l'année dernière selon l'agence. Les estimations de l'AFP, cependant, se situent plutôt autour de 3 milliards d'euros. Les États-Unis se sont déclarés prêts à prêter jusqu'à 50 milliards de dollars pour atteindre l'objectif de 50 milliards de dollars, mais d'autres prêteurs seront impliqués. Ce qui signifie que la contribution réelle des États-Unis sera inférieure, a expliqué un responsable de la Maison-Blanche cité par l'AFP le 13 juin. Nous allons partager le risque, a-t-il précisé. Je ne vais pas parler au nom des autres délégations, c'est à elles de décider de leur contribution, a-t-il ajouté. Le G7 envisage la mise en place d'un mécanisme contraignant qui pourrait compliquer les perspectives de négociation. Les ministres des Finances du groupe ont affirmé que les avoirs gelés ne seraient pas débloqués, même en cas d'accord de paix. Ils resteront immobilisés jusqu'à ce que la Russie indemnise les dommages causés à l'Ukraine. De nombreuses critiques ont été exprimées, notamment par la direction d'Euroclear, qui s'inquiète qu'une saisie des actifs russes incite de grands investisseurs, notamment chinois, à retirer leurs avoirs d'Europe par crainte de confiscation. Si nos clients pensent que la loi n'est plus respectée et que leurs biens risquent d'être saisis, cela ouvre la boîte de Pandore, a averti la présidente Valérie Urbain dans la revue belge L'Echo en début de mois de mai. De son côté, le Kremlin a déjà prévenu que l'adoption d'une telle mesure constituerait une nouvelle violation de toutes les règles et normes du droit international et entraînerait des mesures de représailles. En mars 2024, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov avait qualifié le blocage des réserves russes en Europe de vol d'État, soulignant que l'Union européenne visait non seulement les fonds des particuliers, mais aussi les actifs étatiques du pays. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine.